28 octobre 2023, Brazzaville, la capitale de la République du Congo, accueille le sommet des 3 bassins, l'Amazonie, le bassin du Congo et Bornéo-Mékong. Ces assises verront la participation de plusieurs experts, des dirigeants, des leaders de la société civile et organismes internationaux. Parallèlement à cette rencontre, je reçois pour vous sur Gabon 24, mesdames et messieurs, Thierry Fesnel Mambundou, il est le président de l'association La Voix des Jeunes pour le développement du Gabon, et Claudia Ondro, coordinatrice du programme Young Connect. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes tous les deux représentants de la jeunesse pour la protection de l'environnement. Dites-nous, quelle est la place de la jeunesse aujourd'hui dans les questions environnementales ? C'est un combat continuel et aujourd'hui, on peut avec fierté affirmer qu'il y a énormément de mouvements portés par des jeunes qui effectuent tout au long de l'année des actions pour protéger le climat, protéger la biodiversité, mais aussi combattre les changements climatiques. Monsieur Mambundou ? Eh bien, je pense que l'ONU a reconnu depuis des années, depuis 1992 maintenant, en adoptant la journée mondiale de la jeunesse, le rôle essentiel que peuvent jouer les jeunes en matière de développement durable, en matière de progrès. Et donc, en considérant que les jeunes sont des acteurs de changement, ces jeunes ont compris aujourd'hui leur rôle à jouer et ils sont pleinement engagés, que ce soit ici au Gabon, en Afrique et partout dans le monde. Ça peut se manifester, comme l'a dit Claudia, par l'avènement de plusieurs mouvements de jeunes qui s'engagent activement à jouer un rôle majeur dans les décisions qui sont prises. Le sommet des 3 bassins forestiers mondiaux s'est ouvert ce jeudi à Brazzaville. Pendant 3 jours, les participants vont réfléchir aux mécanismes de protection de ces 3 bassins, dont celui du Congo en Afrique, l'Amazonie en Amérique du Sud et Bornéo-Mékong en Asie du Sud-Est. Quels seront selon vous les enjeux de cette rencontre et les objectifs ? Les gouvernements, les États ont pris un engagement. Et cet engagement-là, c'est de réduire le réchauffement climatique. Et pour atteindre cet objectif, tous ces États doivent se retrouver. On a la zone des 3 bassins du Congo, on a un énorme potentiel et on a un énorme rôle à jouer dans la protection de la biodiversité. Je pense que c'est important de le rappeler. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle les poumons de la planète. Donc les enjeux sont décisifs. Il faut que ces pays s'entendent pour protéger ces ressources qu'on a, protéger ces ressources qui sont importantes pour la planète, mais aussi qu'ils s'accordent sur les politiques qu'ils vont mettre en place. Comment faire front commun face à cet objectif que le monde est censé atteindre. Vous allez dans le même sens ? Oui, exactement. Je pense que effectivement, ces sommets ont pour ambition justement de renforcer la coopération à la fois scientifique, technique, mais également accroître l'influence dans les différents forums multilatéraux que nos différents États peuvent avoir en faveur justement de la protection de l'environnement. Justement, de sommet en sommet, de rencontre en rencontre, n'est-ce pas là un forum de plus quand on connaît toutes ces rencontres sur la protection de l'environnement avec finalement peu d'actions concrètes ? Anna Mando ? J'entends souvent ce défi-là. Quelles sont les actions posées concrètement ? La réalité, c'est que lorsqu'on veut atteindre un objectif, on n'a pas le choix de faire des évaluations à mi-parcours en quelque sorte. Donc il y aura des sommets tout au long de l'année pour faire un suivi, pour être certain qu'on va dans la bonne direction, que la transition, l'objectif qu'on veut atteindre, on est sur le bon chemin. Donc bien concrètement, au-delà des accords qui sont signés, il y a des actions qui sont posées dans chacun de ces pays. Il y a un engouement qui se crée. Il y a des programmes pour outiller la jeunesse, des programmes pour outiller les experts à atteindre cet objectif commun-là. Justement, dans vos propos préliminaires, vous avez parlé du climat et des atteintes de la conférence de Paris sur le climat. Alors, on va revenir sur cette conférence. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à avoir des résultats concrets. Monsieur Mambundou, pourquoi ? Il n'y a pas, à mon avis, de rencontre pour discuter qui soit de trop. Lorsqu'il y a l'occasion de nous retrouver entre différents acteurs pour échanger, pour communiquer, pour mutualiser nos efforts afin d'atteindre des objectifs communs, ce n'est pas des rencontres qu'on peut qualifier de trop. D'accord ? Ça, c'est déjà une première chose. Et une fois qu'on l'a dit, on ne peut pas non plus négliger l'ensemble des efforts qui sont faits, non seulement au niveau mondial, mais aussi au niveau régional et au niveau national. Il faut déjà reconnaître les efforts qui sont faits, reconnaître également qu'il en reste encore
à faire, et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut prendre massivement des actions. Alors, si on doit se pencher sur les efforts qui ont été faits jusqu'à présent, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Je vais prendre l'exemple sur le plan de vue de l'éducation. On a des pays en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, où des programmes environnementaux ont été intégrés dans les cursus scolaires. Ça, c'est une belle avancée parce que ce qu'on réalise, c'est que les jeunes, parce qu'ils font face à des défis dans la vie au quotidien, les problèmes qui sont liés à l'environnement ne sont pas nécessairement des sujets qui les intéressent. Donc ça, c'est déjà une avancée parce qu'on sait à quel point, on connaît la place de la jeunesse sur le continent africain et on sait quel est le tournant que ça pourrait avoir, l'impact que ça pourrait avoir d'avoir cette masse de personnes qui s'intéressent et qui posent des actions contre les changements climatiques. Intégrer un programme environnemental au sein du cursus scolaire, c'est déjà une belle avancée. Mis à part ça, on a je ne vais pas parler des crédits carbone, mais on a des incitatifs qui sont faits pour les entreprises pour qu'elles réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Et on a des limites, des plafonds à ne pas atteindre. Ça aussi, ce sont des actions concrètes qui ont été votées et qui sont appliquées dans plusieurs pays. Alors, on va revenir sur le sommet de Brazzaville. On connaît l'importance de ces 3 bassins forestiers pour la planète. Quels sont les défis de leur protection aujourd'hui, M. Mambundu? Alors, les défis de leur protection sont déjà la lutte contre la déforestation, la lutte contre les changements climatiques. Je pense que ce sont les grands enjeux qui nécessitent effectivement qu'on accorde de l'attention et de l'intérêt et surtout qu'on arrive à mettre en place des cadres qui favorisent justement ces échanges. Ensuite, je pense que le principal défi pour nous aujourd'hui, c'est de trouver comment rendre beaucoup plus rentable la protection de l'environnement. On est tous conscients que c'est la vie du monde qui en dépend. On doit les préserver. Mais il faut les préserver en les valorisant. D'accord ? Donc c'est vraiment ce challenge de comment est-ce qu'on valorise notre potentiel naturel, comment on y apporte crédit, comment on développe autour de lui tout un écosystème qui permet justement aux populations de pouvoir en bénéficier. Aujourd'hui, il est vraiment question de se demander comment est-ce qu'ensemble, on peut former un bloc d'influence pour pouvoir peser d'un grand poids dans les discussions qui seront les discussions au niveau multilatéral. Alors, la prochaine question arrive, mais Madame Mondo, exprimez-vous d'abord. Oui, vous sentiez que j'avais quelque chose à ajouter? Oui, effectivement. Alors, ce que j'aimerais ajouter aussi, souligner, c'est que les 3 bassins représentent 80% des forêts tropicales. On représente 3/4 de la biodiversité du monde. Donc, il faut qu'on ait des actions coordonnées pour pouvoir avoir un impact substantiel. C'est un enjeu extrêmement important. Si en Amazonie, ils décident d'appliquer X politique et que 3 mois plus tard, du côté de Mekong, ils décident d'appliquer d'autres politiques, on ne pourra pas avoir un impact sur un point de vue, sur le long terme, de la même façon que si on prend vraiment le temps de s'asseoir autour de la table et de se dire, voilà les objectifs qu'on s'est fixés, voilà la façon dont on va les atteindre et voilà les politiques qu'il faut mettre en place dans chacune de nos zones pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, selon vous, ces 3 régions doivent avoir une politique commune de protection de l'environnement? Absolument. D'accord. Alors, on parle de protection de l'environnement et de développement. Comment allier les deux, sachant que la protection de la forêt se heurte à ce problème? Là, on voit un peu la tête. Oui, bon, pas toujours. Je pense que il faut qu'on apprenne à intégrer l'environnement dans notre vie au quotidien. C'est quelque chose qui faisait déjà partie de notre culture. C'est quelque chose dont on s'est éloigné un petit peu. Et le fait d'y revenir, ce n'est pas nécessairement faire marche arrière. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a adopté un mode de vie urbain. On souhaite se développer, mais comment peut-on se développer de façon durable? Comment on peut prendre des solutions inspirées par la nature pour pouvoir améliorer les conditions de la vie des populations? Et ça, c'est tout à fait possible. C'est une réflexion qu'on se pose souvent dans les rencontres entre jeunes, et c'est l'essence même de ce type de rencontre, en fait. Monsieur Mambundu? Non, j'adhère totalement à ce que vient de décrire Claudia, parce qu'effectivement, quand on y pousse la réflexion très loin, il n'y a pas opposition entre développement économique et préservation du patrimoine naturel. Il n'y a pas nécessairement, absolument confrontation. Il est capable aujourd'hui de pouvoir développer une économie qui soit verte et résiliente et très
profitable à tout le monde. Et c'est vraiment aujourd'hui la question qu'on doit se poser. Comment emmener un développement technologique, un développement des innovations technologiques, des transformations vertes et bleues pour pouvoir justement répondre aux problèmes qu'on peut tous observer ici portés par le changement climatique et maintenir un développement progressif dans nos différents États. Donc c'est totalement possible et ce n'est faisable que lorsqu'on arrive à mutualiser nos efforts, lorsqu'on peut communiquer ensemble et partager les bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce qui manque pour pouvoir atteindre ces objectifs, sachant que sur le continent africain, par exemple, le potentiel y est? Éducation, sensibilisation, outiller. Il faut outiller les personnes, il faut les... Je n'aime pas le terme éduquer, mais je veux dire, il faut mettre les faits sur la table. Il faut mettre le potentiel du Gabon, le potentiel de la zone sur la table. Et ce n'est que, je ne pense que ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va sincèrement réaliser ce qui est possible de faire et qu'on va être en mesure de l'atteindre. In fine, je veux peut-être rajouter à cela, en fait, que peut-être inclure davantage les jeunes. Inclure davantage les jeunes parce que ce sont les jeunes qui combleront les rêves que nous nous sommes fixés aujourd'hui. Et si donc on ne les a pas impliqués très tôt aux différents enjeux, on n'est pas sûr, on n'est pas persuadé que les combats que nous menons seront compris par les jeunes qui pourront prendre la relève. Donc je pense que l'atteinte des différentes cibles que nous nous fixons, c'est d'abord une question de temps. C'est une question d'engagement massif. Et aujourd'hui encore, ça reste un défi, ça reste encore un défi de pouvoir emmener tout le monde à avoir cet engagement-là, à prendre conscience des réalités du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, des vrais enjeux qui pèsent sur nous et les risques que nous encourons également. Et c'est qu'une fois que chacun de nous aura pleinement intégré les difficultés qui nous entourent, mais aussi compris les opportunités qui viennent avec. Vous parlez à l'instant de combat. J'ai envie de vous poser cette question. Quelle bataille avez-vous déjà remportée dans votre lutte pour, on va dire ça comment, pour faire entendre la voix de la jeunesse dans la préservation de l'environnement au Gabon? On a la chance d'avoir une jeunesse qui est active, qui est présente. On a des jeunes environnementalistes, on a des jeunes urbanistes. Nous, au programme des Nations Unies pour le développement, on a un programme jeunesse qui s'appelle Youth Connect. Et en 2021-2022, nous avons organisé la conférence nationale des jeunes sur les changements climatiques. À la fin de cette conférence-là, on a eu un document qui a permis de nourrir le document mondial de la jeunesse sur les questions des changements climatiques. Donc ça veut dire que la jeunesse gabonaise a été co-auteur de cette déclaration-là. Ça, c'est un très bel exemple et je me permets d'ajouter qu'on encourage la participation, la mobilité internationale à ce type d'événements. Donc on finance, on prend en charge la participation de jeunes Gabonais à ce type d'événements internationaux. Donc d'un côté, on les met dans un environnement où ils vont rencontrer des personnes, des jeunes activistes d'autres pays, mais au-delà de ça, on prend la voix de ces jeunes, leurs recommandations, leurs problèmes et leurs défis qu'on emmène à l'international. Donc ça, c'est un beau moyen de faire le canal entre ces décideurs politiques, ces grandes institutions qui votent pour les lois et les accords et les ententes, mais aussi les jeunes qui sont sur les terrains, qui vivent les changements climatiques, mais qui ont aussi la possibilité d'apporter un changement. D'accord, très bien. Alors on a bien compris que la jeunesse a une place importante dans la préservation ou la protection de l'environnement. On va revenir sur le sommet. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau doit-on intervenir pour que cette coopération scientifique et pour quel objectif? Puisqu'on parle d'une alliance entre les différentes régions. À quel niveau nous devons intervenir sur une échelle de 1 à 10? Oui. À 10, bien sûr. Parce il faut le voir, c'est un échiquier politique. On a des experts, des décideurs qui se rejoignent. Ces experts-là font un travail immense tout au long de l'année pour compiler les données, pour faire des présentations. Les décideurs sont censés acter, oui, voilà, discuter ensemble. Mais c'est à la population de s'assurer que les décisions, déjà d'appliquer ce qui a été entendu, mais aussi de s'assurer que les accords et les ententes qu'on a signées sont aussi respectés. Quand on impose une limite ou bien strictement un type de bois qu'on peut exploiter et que ces limites-là ne sont pas respectées, qui le signale? Qui le signale aux autorités? C'est la population. Qui pose ces actions, c'est la population. Donc, à tous les niveaux, nous devons être impliqués. Et si je devais mettre sur une échelle de 0 à 10, ce serait à 10. Monsieur Mambuntu? Également à 10. Pourquoi? Parce que ce n'est possible que si tout le monde joue son rôle à l'endroit là où il est. Il faut que depuis les villages jusqu'à la tête de nos États, chacun joue son rôle.
en prenant les bonnes décisions, en prenant les bonnes lois et en agissant massivement, chacun à son niveau, chacun à son échelle. Nous, on est un tout petit peu, je veux le dire comme ça, frustrés. Nous, les jeunes Gabonais, on est un tout petit peu frustrés d'être sous-représentés. Voilà, sous-représentés à ce type de plateforme. Et je pense qu'on en a encore parlé dernièrement avec certaines autorités. On a besoin aujourd'hui de faire entendre le leadership du Gabon sur des questions environnementales. On a besoin que les jeunes soient davantage engagés sur ces questions-là. Et il est inadmissible qu'il y ait un forum pareil qui se passe près de chez nous et qu'on soit sous-représenté. Et c'est le même combat que nous menons depuis des années au niveau international qu'on a encore mené au niveau régional. Donc il faut aussi qu'aujourd'hui, nos autorités et tout le monde puisse comprendre que c'est une affaire de tout le monde. C'est l'inclusion des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des enfants est indispensable pour atteindre les différentes cibles que nous nous fixons, que ce soit en tant qu'État, que ce soit en tant que concert des nations. Je crois que vous parlez de la place de la jeunesse dans les décisions ici au Gabon, mais je pense que vous avez quand même pu être représenté parce que le Gabon aujourd'hui, s'il est leader à l'international, il n'y a pas que le politique, il y a la société civile et il y a vous aussi. Est-ce que je me trompe ? C'est exactement ce que nous disons. On ne dit pas qu'on n'est pas représenté, on dit qu'on est sous-représenté. Lorsqu'on voit une délégation du Cameroun qui vient avec 30 jeunes et qu'au Gabon nous sommes 2, ça pose problème. Ça pose problème dans les discussions, ça pose problème dans le plaidoyer qui est fait, ça pose problème dans on va dire qu'on est une petite population et ceci et cela, on peut le comprendre. Mais on a besoin que davantage les actions de jeunes au niveau local soient valorisées. Et ça, c'est valorisé davantage quand ils ont des opportunités de pouvoir s'exprimer aussi au niveau international. C'est surtout une question d'engagement chacun à son échelle. Ce n'est qu'en étant exposé aux jeunes du reste du monde que nos jeunes ici en local auront des idées intéressantes à implémenter pour eux-mêmes et pour leur pays. Ce n'est qu'en challengeant les autres qu'on pourra faire asseoir nos idées, on pourra les affirmer, n'est-ce pas? Et si on est sous-représenté, on court un risque en vérité d'être dominé par les autres. Alors que dit la jeunesse devant les enjeux majeurs de Brazzaville et les défis environnementaux d'aujourd'hui? On a besoin de davantage de financement. Vraiment, je prends la chose du point de vue des jeunes. On dit qu'il ne s'agit pas seulement de préservation, il s'agit également de compensation. Parce que quand on préserve, c'est très bien, mais on veut dépasser le stade de la préservation pour passer au stade de l'adaptation et de la compensation. On a besoin effectivement que nos efforts de préservation puissent déboucher sur des opportunités. Et c'est là où nous allons. D'accord, merci. Madame Ondo, on ne va pas rester sur le plan gabonais ou on va dire africain, mais à l'échelle mondiale, pour vous qui travaillez pour un programme des Nations Unies, où se situe aujourd'hui la place de la jeunesse? Ça varie beaucoup selon les pays. On a évidemment dans les pays développés, les conséquences du changement climatique se font ressentir, j'ai envie de dire, de façon un peu plus vivante. Et ce sont aussi des personnes qui vivent dans un environnement social où il est beaucoup plus facile de s'impliquer dans ces questions-là. La jeunesse en Amérique du Nord est très active. La jeunesse en Afrique de l'Est, elle l'est aussi. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est un petit peu plus lent, mais le mouvement se suit. La réalité, c'est que dans notre cas, la tendance devrait être inverse, considérant qu'il y a beaucoup plus de jeunes sur le continent africain que dans les autres continents. On devrait être surpris par les actions qui sont posées, d'autant plus que l'impact de ces changements-là seront beaucoup plus notables sur notre continent. Donc oui, on a pris le train un peu en retard, mais n'empêche que les jeunes sont de plus en plus conscients et on remarque qu'il y a de plus en plus de mouvements qui se créent. D'accord, merci. Alors, depuis des décennies, le changement climatique contribue directement aux situations d'urgence humanitaire et de perte de biodiversité. Les défis sont nombreux, mais heureusement, les solutions aussi. Alors, quelles peuvent être dans l'immédiat la position des États pour freiner le phénomène? On a signé des accords sur ça. Pour freiner le phénomène, je pense que déjà, c'est d'appliquer les ententes qu'on a signées, de s'aligner aux accords qu'on a rejoints.
Et encore, je pense que vous avez posé la question un petit peu plus tôt, il faut outiller les personnes. Il faut que la société civile, mais aussi chaque individu, comprenne l'importance de protéger l'environnement. Il n'y a que de cette façon qu'on sera en mesure de freiner, et pas uniquement d'un point de vue individuel, mais aussi au niveau du secteur privé. On a tendance à mettre la pression de l'adaptation climatique sur les individus, mais les entreprises contribuent énormément à la pollution de la planète. Donc c'est aussi important de faire un espèce de mécanisme de suivi, mais un mécanisme aussi de freinage pour s'assurer qu'on ne dépasse pas ce que la planète est capable de supporter. Je pense qu'à ce que Claire vient de dire, on peut peut-être rajouter également les mécanismes de contrôle et des sanctions. Les mécanismes de contrôle, les mécanismes de sanctions. Je pense que davantage on doit s'orienter vers ces aspects-là pour pouvoir dissuader tout comportement qui soit déviant. Alors, vous parlez de mécanismes de contrôle et de sanctions. Est-ce à dire qu'actuellement, ce qui existe déjà sont en défaille? Si oui, lesquels? Je ne dirais pas en défaille. Et je pense que c'est aussi un sujet qui fait débat, le mécanisme de sanction. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit à une entreprise, vous produisez trop d'émissions à gaz à effet de serre, donc vous devez payer telle amende? Comment ça va impacter après le développement économique d'un pays? Est-ce qu'on dit à une entreprise qu'on limite la coupe des arbres à telle quantité? Comment ça va impacter aussi les personnes qui travaillent dans ce secteur? Ce sont des considérations qu'il faut prendre. Mais c'est aussi important de s'asseoir et d'en discuter, parce que si on n'impose pas de limites, on va prendre un chemin qui n'est pas bon pour le développement durable. Donc, à discuter. Vraiment, je pense que d'intégrer un mécanisme de sanction est nécessaire parce qu'on le sait, on le voit, on le constate qu'il y a des abus qui sont émis. Mais la première option, selon moi, c'est de s'assurer qu'il y a un mécanisme de contrôle et de suivi qui est effectif. Mais exactement, ce n'est que par le suivi effectif et le contrôle qu'on peut s'assurer. Et malheureusement, on constate que c'est encore ce qui fait défaut. On a sur le papier d'excellentes lois, on n'a pas des mesures de mise en œuvre de l'applicabilité de ces différentes mesures. Je pense que depuis qu'on organise les COP, les accords de Paris restent les accords les plus vantés, les plus vantés. Et pourtant, leur application reste encore à désirer. On est toujours en train de courir après le respect des engagements, en train de courir après, et c'est réellement ça la problématique qu'on peut observer aujourd'hui. Je pense que le plus urgent pour nous, en vérité, c'est de pouvoir nous en tenir aux décisions que nous avons prises, aux engagements que nous avons pris pour aller vers quelque chose. Et c'est un des plus gros défis aujourd'hui, en fait. D'accord. Alors, un sommet à quelques semaines de la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP28, est-ce là une stratégie pour amener les États à s'engager davantage pour l'atteinte de l'objectif de 1,5 degré Celsius à l'échelle mondiale? Une stratégie pour s'engager davantage à un mois, je pense que ce serait un peu tard. Mais par contre, une stratégie pour se positionner et faire front commun, ça, j'estime que oui, c'est une bonne chose. On a un pouvoir énorme, on a un potentiel énorme et c'est important que ces différents acteurs se positionnent et se tiennent les coudes pour aller faire front pendant la COP28. Alors, l'une des causes de ce sommet, c'est la lutte contre la déforestation. Monsieur Mamboundou, est-ce le cheval de bataille des États aujourd'hui? Je pense que oui, quand on connaît l'intérêt de nos forêts, que ce soit en matière de préservation des écosystèmes, de la biodiversité, quand on connaît l'intérêt que ça représente au niveau mondial en termes de changement climatique et tout ce qui va avec, oui, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Et aujourd'hui, il est plus que temps, en vérité, de mettre le doigt où ça fait mal, d'interroger les véritables freins et de voir comment on peut trouver les solutions ensemble, de manière concertée, de manière uniforme, pour pouvoir nous positionner sur la place internationale d'un commun accord. Est-ce que les résultats escomptés seront atteints à la COP28? Madame Mondo? J'ai des doutes. J'ai des doutes parce que la réalité, c'est que les accords ne sont pas convenablement respectés. Mais on espère que les politiques qui vont être mises en place et qu'à l'issue de sommets comme le sommet des 3 bassins du Congo, on va être en mesure de rectifier le tir et finalement d'atteindre nos objectifs.
De l'Amazonie en Amérique du Sud au bassin du Congo en Afrique, en passant par la région Bornéo-Mékong, Asie du Sud-Est, la préservation des forêts tropicales est plus que jamais le cheval de bataille de tous les États à l'échelle mondiale devant l'urgence climatique. Mesdames, Messieurs, je recevais pour vous Claudia Ondo, coordinatrice du programme Young Connect, et Thierry Fresnel-Mambundu, président de l'association La Voix des Jeunes pour le développement durable du Gabon. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité se poursuit sur Gabon 24.